S'écouter en temps de crise, voilà le sujet que je vais traiter dans les prochaines minutes. Je l'ai choisi parce que au moment où ce que je vous parle, nous nous trouvons en période de crise sanitaire qui dure depuis près d'un an et demi. Donc, j'ai décidé, en lien avec cette situation sociale qui a un impact mondial, de traiter de ce sujet. Mais juste avant, je veux mentionner aux gens qui m'écoutent qu'il est possible de s'abonner à ma chaîne d'Odyssey. Donc, j'ai bien entendu des chaînes sur YouTube, mais il y en a aussi là, sur Odyssey au nombre de 2. Et je le mentionne parce que j'en avais parlé il y a quelques semaines et il n'y a pas beaucoup de personnes actuellement là, qui ont fait la transition. En fait, présentement, je suis rendu à 1190 abonnés là, sur YouTube là, par rapport à ma chaîne de David Lève et ma chaîne de David Lève sur Odyssey, qui est une autre plateforme de diffusion web, comporte 66 abonnés. Donc, très peu de gens ont fait la transition. Même chose pour l'autre chaîne là, qui s'appelle David Lévesque Supra. Que là, c'est encore pire. Il y a 4 abonnés là, qui ont fait la transition. Quoique celle-là, je ne l'avais pas annoncée là, publiquement dans le cadre d'un enregistrement audio. J'avais tout simplement mis le lien en bas là, d'enregistrement que j'ai produit récemment. Donc, vous allez avoir naturellement les liens pour s'abonner à ces chaînes. Pourquoi je parle de ça? C'est que sur Odyssey, je me permets d'aborder des sujets qui ne sont pas abordés sur YouTube. Donc, la censure est de plus en plus présente sur le web, là, et surtout en lien avec la crise là, du coronavirus et des propos qui peuvent être tenus si rapportants. Donc, c'est la raison, entre autres, pour laquelle je me suis doté là, de chaînes sur Odyssey. Donc, c'est sûr que c'est utile parce que vous allez avoir à ces endroits-là des contenus exclusifs que vous n'aurez pas sur YouTube. Et il y a beaucoup de gens qui sont des lanceurs d'alerte. On fait le pas là, sur Odyssey. Là, si je pense entre autres à Jean-Jacques Crèvecoeur, Alexis Cossette-Trudel. Il y a aussi Jonas Collin du Collin Show que j'apprécie écouter. Et il y en a plusieurs autres. Donc, c'est sûr que présentement, l'un des tabous sociaux, c'est de parler de la vaccination en y portant un regard critique. Donc, ça, là, ça peut faire l'objet là, de beaucoup de censure présentement, étant donné qu'il se déroule au moment où je prononce ces mots au micro, une campagne mondiale de vaccination. Donc, c'est sûr que par rapport à toute cette situation-là, donc vous allez avoir les coordonnées, là, comme je l'ai dit, là, en bas de l'enregistrement là, de mes chaînes Odyssey. Donc, à ce moment-là, ben, ça me crée des endroits de sûreté par rapport à mes enregistrements. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner. Donc, pour aborder l'importance de s'écouter en période de crise, le sujet m'est venu parce que depuis le début de la crise sanitaire, il y a des gens naturellement que par rapport au virus, ils vivent beaucoup de peur. Et ce que j'observe, c'est que plus que les gens ont peur et plus qu'ils sont susceptibles de dominer les autres directement ou indirectement. Donc la peur amène des comportements de domination. Et plus que les gens sombrent dans la peur, puis plus qu'ils peuvent vouloir contrôler en réaction. C'est un mécanisme de défense. Donc, et ça a comme impact, bien naturellement, là, de créer des tensions sociales importantes et d'amener l'imposition de mesures extrêmement strictes en société. Donc, c'est sûr que moi, ce que j'observe en termes de corrélation, c'est plus qu'une société, que ce soit un pays, une province, un peuple a peur de quelque chose, et plus il va avoir tendance à vouloir imposer des mesures sanitaires, à vouloir contrôler les individus
Ensuite, il y a toutes sortes de choses qui ont été mises en place, là, que ce soit le couvre-feu, l'imposition du port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs. Ensuite, il y a eu l'imposition du port du masque là, chez les enfants, à l'école. Ensuite, là, présentement, ben, il y a une pression sociale très forte à la vaccination. Donc, c'est sûr que quand je regarde qu'est-ce qui se passe, entre autres, avec la campagne monstre qu'on connaît là, dans les médias ici au Québec, puis je sais que c'est la même chose dans d'autres pays. Donc, il y a une pression qui est mise pour que tous les gens se fassent vacciner. Et c'est sûr que là, on cherche de plus en plus à vacciner les tranches d'âge. Puis là, je vois débouler ça au fil des semaines. Donc, il y a quelques semaines, c'était les gens là, de 85 et plus, 65 et plus, 50 ans et plus. Et là, je discutais hier avec une personne qui a reçu une lettre de la part de l'école que fréquente son enfant. Là, elle me parlait, puis là, j'ai regardé avec elle la personne, là, la lettre qu'elle a reçue parce qu'elle a un fils. Et là, on est rendu là, avec les gens là, qui sont âgés de 12 à 17 ans, là, la vaccination. Là, dans la lettre, il demandait l'autorisation des parents. Mais c'est de voir qu'est-ce qui va arriver dans plusieurs semaines en lien avec la vaccination, entre autres, des enfants. Donc, c'est sûr que par rapport à tout ça, quand que je regarde le portrait global de notre situation mondiale, c'est que je vois que des gens qui ont peur depuis plusieurs mois et que la façon qu'ils cherchent à faire face à la peur, c'est de mettre en place des mesures de contrôle, que ce soit le passeport vaccinal pour passer d'un pays à l'autre, que ce soit par la suite le carnet vaccinal pour, par exemple, aller au restaurant, aller au cinéma. Donc, il y a des gens qui, à cause qu'ils ont peur, cherchent à mettre des mesures de contrôle social très présentes. Et c'est sûr que toute cette pression-là, qui est amenée à l'individu depuis le début de la crise, peut nous amener à arrêter de nous écouter. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la société peut faire de la pression sur l'individu pour que l'individu se soumette aveuglément à certains éléments qui proviennent de la société. Mais l'individu qui se conscientise doit s'écouter d'abord, en dépit de tout ce qui est dit, vérifier par lui-même les choses, que la pertinence de certains éléments. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement évident de rester centrique par rapport à toute cette pression-là qui accourt depuis plusieurs semaines, donc de ne pas sombrer dans la peur par un effet de contagion émotionnelle si on est entouré de gens qui vibrent à la peur, donc de rester centrique en dépit de tout ça. Donc, c'est pas nécessairement évident. Par contre, c'est une nécessité évolutive car si on se laisse emporter par la peur, on est coupé de notre source. Donc, on n'est plus disponible, est en contact avec nous-mêmes. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui arrive? Bien, on peut nous entraîner dans des comportements qui ne sont pas nécessairement bénéfiques là, par rapport à nous, qui ne sont pas nécessairement ajustés à notre conscience, qui ne sont pas nécessairement dans le respect de notre être, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que le défi par rapport à la situation présente, c'est de s'écouter en dépit de toute la pression sociale qu'on peut connaître depuis plusieurs mois. Donc, c'est sûr que dans les sociétés, il y a eu des périodes plus tendues. Donc, si on pense à des périodes comme la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, où les autorités en place et le contexte créaient beaucoup de pression sur l'individu pour qu'il se soumette à des règles, à des mesures en temps de guerre. Et la période présente qui est liée à ce que certains appellent la guerre contre le virus, donc la guerre contre un élément qui n'est pas visible par les yeux, donc c'est plus subtil. On peut voir on peut pas voir en fait le virus d'une manière aussi visible là, qu'une guerre, amène
impositions là, en contexte autre, que ça n'aurait pas été nécessairement acceptable. Et par rapport à des gens, là, surtout en société là, démocratique, parce que ça restreint beaucoup les droits et libertés. Et c'est sûr que tout ça, dans le fond, comment composer intelligemment avec toute cette tension-là, ben, c'est de s'écouter d'abord. C'est sûr que ça peut paraître anodin. Il y a des gens qui vont sans doute écouter présentement l'enregistrement, vont dire, ben, on le sait déjà qu'il faut s'écouter, oui, puis s'occuper de nous-mêmes d'abord. Par contre, le point, c'est que c'est tellement fondamental et présentement, il y a tellement des voix discordantes en société parce qu'il y a une polarisation qui s'opère notamment là, sur Internet entre les gens qui sont pro-mesures, opposés aux mesures, pro-couvre-feu, opposés au couvre-feu. Même chose par rapport à la vaccination, même chose par rapport au port du masque. Donc, il y a beaucoup d'informations qui vont dans plusieurs directions. Et c'est à l'individu lui-même qui, avec sa sensibilité et son intelligence, a évalué c'est quoi les informations qui lui conviennent ou non. Donc, c'est sûr que là, le sujet chaud présentement, là, par rapport auquel il y a beaucoup d'enjeux, puis la pression est très grande. Je discutais il y a quelques jours avec une personne qui me mentionnait là, qu'elle avait été dans un commerce. Et puis là, il y avait une cliente qui a ouvert la discussion. Donc, souvent, quand les gens se rencontrent dans des lieux, ils vont parler de généralité, des fois de la pluie puis du beau temps. Puis là, la personne a demandé est-ce que, dans le fond, vous vous êtes fait vacciner? Puis là, la personne que je connais a dit non. Et l'autre a essayé de le faire sentir coupable de ne pas s'être fait vacciner. Puis là, la gérante, la propriétaire, en fait, du commerce a enchaîné. Là, fait qu'il y a deux personnes qui cherchaient à lui convaincre de se faire vacciner à cette personne-là. Elle s'est sentie mal à l'aise. Puis elle n'a pas l'intention de retourner dans ce commerce-là. Mais ce que je vois, c'est que présentement, il y a un volet très intrusif, entre autres en lien avec la vaccination, les mesures, parce que en temps normal, les gens n'ont pas tendance, en tout cas de ce que j'ai vécu au Québec là, avant la crise, à vouloir imposer des choses aux autres. Mais là, à cause de la crise, ils ont tellement peur de la menace, c'est comme si les gens se sentent légitimés de s'informer si les gens sont vaccinés, puis de les convaincre de se faire vacciner. Puis là, il y a toute une propagande gouvernementale pour vous faire vacciner, puis il y a une tension qui est là. Qu'on n'aurait pas vu avant. Donc, et cette discussion-là me faisait penser un petit peu au rapport des Québécois il y a quelques décennies avec la religion. Donc, autrement dit, si, par exemple, une personne s'informe à une autre, est-ce que vous êtes baptisé? Est-ce que vous avez fait baptiser vos enfants à l'Église? Parce qu'ici, quand je parle de religion, on fait souvent référence au Québec à la religion catholique issue du christianisme. Donc, si la personne répondait non, qu'elle n'est pas baptisée, elle n'a pas fait baptiser ses enfants, elle laisse faire regarder de travers par d'autres personnes, là. Donc, vous n'êtes pas fait vacciner, excusez, vous n'êtes pas fait baptiser, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Donc, puis là, les gens essaient de culpabiliser, puis vite, faites-vous baptiser. Puis il y avait une pression sociale qui est très, très grande. Ici, je pense, entre autres, au temps là, de mes grands-parents, là, aussitôt que l'enfant naissait, c'était une course contre la montre où l'enfant devait se faire baptiser, parce que s'il n'était pas baptisé, là, il ne pouvait pas avoir accès au paradis par la suite. Il pouvait avoir accès soit à l'enfer ou au limbe, mais pas le paradis après sa mort. Donc, c'est sûr que si l'enfant meurt en bas âge, alors qu'il n'est pas baptisé, ben, ça pouvait être vécu d'une manière extrêmement lourde là, par rapport aux parents. Donc, les parents pourraient se sentir coupables. Là. C'est sûr que, surtout dans un contexte où vous pouvez avoir plus de mortalité en bas âge qu'aujourd'hui, ben là, la personne pouvait se sentir vivre un malaise là, extrêmement grand par rapport à son enfant, une espèce d'incertitude que l'enfant ne pourra pas avoir accès là, au paradis. Et moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose qui se produit présentement là, en lien avec la vaccination. Il y a comme un transfert. Donc, autrefois, les Québécois avaient
un État, en fait, beaucoup de Québécois étaient soumis là, à la religion, à certaines croyances qui n'étaient pas démontrées scientifiquement. Donc, on a même parlé d'une période d'obscurantisme religieux. Donc, dans le temps, entre autres, de Duplessis les années là, précédentes où les politiciens marchaient main dans la main avec le clergé pour imposer des choses aux Québécois comme des lignes de conduite. Donc, c'est une période qui était obscure parce que ces éléments-là, puis ces croyances-là, ça s'appuyait pas nécessairement sur une science. Et dans le fond, présentement, par rapport à l'époque actuelle, ben qu'est-ce qu'on voit avec la religion que j'appelle sanitaire, la religion 2.0? Ben, on fonctionne en lien avec des croyances, comme par exemple, pour ce qui est du couvre-feu ou également du port du masque, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai pas eu encore vent d'études crédibles qui démontrent la pertinence de l'imposition de telles mesures au niveau scientifique. Donc, si ça s'appuie pas sur une science, eh bien, on est dans la croyance. Et c'est sûr que des gens, quand que je parle de ça, vont dire, ben c'est du gros bon sens. Si tu réduis, par exemple, la circulation des gens avec le couvre-feu, tu vas réduire la circulation du virus. Même chose par rapport au rassemblement. Mais là, ce qui amène des questionnements, entre autres, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe avec les manifestations. Si on prend, par exemple, la manifestation du 1er mai qui a eu cours ici au Québec, à Montréal, où, selon certains, il y a eu 30 000 personnes. Ça, c'est les médias officiels. Et les gens qui, naturellement, se sont présentés sur place ou qui étaient pro-manifestation, il y en a qui vont dire qu'il y avait jusqu'à 90 000 personnes. Mais bon, disons qu'il y a eu entre 30 000 et 90 000 personnes. Le lendemain, il y a eu le docteur Marquis à TVA. Là, le médecin dit il va y avoir plein de cas de coronavirus suite à ça. Les gens étaient plus proches dans cette manifestation que d'autres manifestations qui ont eu cours. Et c'est, dans le fond, puis là, il cherchait là, à mettre l'emphase qu'il va y avoir plein de cas de contamination de coronavirus. Puis finalement, les jours ont passé, puis il n'y en a pas eu tant que ça. Il a été interviewé récemment à l'émission Tout le monde en parle. Puis il a dit, c'est probablement à cause de la chance ou des vents dominants qu'il n'y a pas eu autant de cas. Donc, ce qui arrive, c'est que sa prédiction ne s'est pas réalisée. Probablement qu'il y avait une peur sincère de la contamination. Sauf que présentement, on a beaucoup de croyances en lien avec le virus. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont amenés. Puis finalement, à travers l'épreuve des faits, on se rend compte que c'est pas, ça n'arrive pas nécessairement comme on le pensait. Les cas de contamination ou autres. Donc, autrement dit, lui, c'est sûr qu'il a été critiqué. Puis je pourrais vous partager la vidéo sur YouTube. Et là, ça nous amène à réaliser qu'à quelque part, tu as des gens en position d'autorité. Aujourd'hui, c'est les médecins qui n'ont pas nécessairement la science infuse. Et autrefois, c'était les religieux, comme les prêtres, les curés, le pape également au Vatican, auxquels les Québécois donnaient de l'importance, puis soumettaient à ce qu'ils disaient, puis ils mettaient sur un piédestal. Donc, c'était la croyance en la toute-puissance des membres du clergé dans l'obscurantisme religieux. Et dans l'obscurantisme sanitaire, c'est la toute-puissance des membres du corps médical pour dicter aux gens quoi faire. Donc, on part d'une situation où les gens se réfèrent à des autorités extérieures religieuses. La raison, c'était que les gens, dans le fond, avaient peur de la mort, aller en enfer, mourir dans le péché, donc donnaient de l'importance aux religieux pour, dans le fond, la sauvegarde et la pureté de leur âme. Là, aujourd'hui, c'est d'autres enjeux, c'est-à-dire c'est la santé de leur corps. Puis là, ils remettent leur autorité à ces gens-là. Donc, c'est ce que j'observe. Et c'est sûr que présentement, quelqu'un qui va pas dans le sens du discours officiel, du narratif, puis qui évalue toutes les choses par lui-même, ben il peut se faire regarder de travers par les autres. Donc, c'est sûr que j'observe ce qui se passe avec les gens de mon environnement. Et puis, ce que je réalise présentement,
c'est l'importance fondamentale de s'occuper de soi puis de s'écouter d'abord. Parce que à un moment donné, on peut nous faire peur pour qu'on on remette notre salut entre les mains du clergé. Puis à un autre moment donné, on peut nous faire peur pour remettre notre salut entre les mains des climatologues en lien avec la menace des changements climatiques. Puis à un moment donné, ça va être autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Il y a tout le temps plusieurs occasions pour remettre notre autorité entre les mains de d'autres personnes. À un moment donné, il faut la prendre, tabarnak, notre place, puis rester en notre autorité. Puis arrêter de se désobéir. Et c'est sûr qu'ici, je vais aller un petit peu dans le sens du jovialisme qui prône le rappel à soi plutôt que l'oubli de soi. Donc, dans le temps de la religion, c'était bien vu de dire qu'on s'oublie pour se sacrifier pour le collectif, pour le bien-être du collectif. Et présentement, dans le temps de la crise sanitaire, c'est bien vu de s'oublier au nom d'un agenda collectif. Puis on cherche à nous faire sentir coupables là, si on n'adhère pas à un agenda collectif comme la vaccination, le port du masque dans les lieux intérieurs. On nous fait sentir que si on serait comme un citoyen de seconde zone. Et peut-être qu'à un moment donné, ça peut se traduire, ce sentiment-là, à travers une situation d'apartheid sanitaire avec l'imposition du carnet vaccinal où les gens, pour, par exemple, aller au restaurant, aller au cinéma, vont devoir présenter une preuve avec un code QQRP. Je fais un petit jeu de mots aussi, là. Comme de quoi qui sont bel et bien vaccinés 2 doses pour rentrer dans un lieu public intérieur et les gens qui n'auront pas cette preuve ne pourront pas rentrer. Bien entendu, lorsque je parle de ça, les gens vont dire, ben là, c'est de la science-fiction, ça se peut pas, quelque chose comme ça, mais progressivement, le terrain se fait par rapport à ça. Il y a des pays, si on pense entre autres à Israël, qui a déjà ce fonctionnement-là depuis plusieurs semaines. Donc, à quelque part, la peur puis la situation présente peuvent chercher à nous amener à nous soumettre à des mesures, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut toujours chercher à nous manipuler pour vibrer davantage à de la peur, puis être davantage dans des états de contraction et de soumission. C'est sûr que ça favorise pas naturellement l'expansion de l'être, tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, en temps de crise, comme en temps normal, pour moi, il demeure fondamental de s'occuper de soi et de s'écouter d'abord. Et c'est sûr que quand je dis ça, il y a des gens qui vont dire, t'es quelqu'un de fondamentalement individualiste et égoïste. Et ce que je peux répondre à de tels propos, c'est que, à quelque part, être égoïste, dans ma compréhension du terme, c'est de chercher à s'avantager et à nuire à autrui. Tandis que moi, je cherche pas nécessairement à nuire à autrui. Donc, à l'avantage de ma personne. Je cherche tout simplement à bien m'occuper de moi-même. Donc, en pensant à moi avec générosité. Donc, voilà ce que je veux en venir. Et c'est sûr que, dans le fond, pourquoi que je parle de ça? C'est parce que les semaines passent, puis la crise avec les mesures d'urgence, c'était supposé être temporaire, 2 semaines, finalement c'est 2 mois, finalement ça dure un peu plus d'1 an, finalement on se dirige progressivement vers 2 ans. Puis ce qu'on voit derrière cet agenda-là, c'est que le gouvernement présentement au Québec, comme un peu partout dans le monde, met en place des mesures au nom de l'état d'urgence parce que la peur, dans le fond, est l'élément qui justifie à quelque part tout ça. Plus qu'on a peur, plus qu'on se sent légitimé d'imposer des choses aux autres, puis on a la croyance que quelque part, on fait le biais. Et on va regarder là où est-ce que ça va nous mener. Moi, j'observe tout ça par rapport, par exemple, à la vaccination. Je me suis posé la question naturellement à moi-même, est-ce que je me fais vacciner ou non? Puis, il y a eu la réponse qui a émergé en quelques secondes. Et naturellement, c'est une réponse personnelle, puis je me tiens à ça présentement. Je laisse les autres parler, faire leurs choses. J'ai discuté récemment avec un voisin, en fait, qui me dit « Ah, ben là, aujourd'hui, je vais aller me faire vacciner. »
Par la suite, j'ai tout simplement dit, OK, bon, OK, donc tu vas aller te faire vacciner. J'ai pas parlé. Peut-être que je cherchais à ouvrir la conversation pour savoir si j'allais me faire vacciner ou non en abordant le sujet, parce que j'ai des gens de mon environnement là, qui mentionnent haut et fort qui ont été vaccinés ou se font vacciner. Mais ces gens-là, à l'heure actuelle, sont pas, dans le fond, en venus à me poser la question d'une manière explicite. Toi, est-ce que tu es vacciné ou non? Donc, bon, ça a resté comme ça. Puis, c'est ça, j'observe le rapport, entre autres, au vaccin, au rapport aussi aux croyances que les gens peuvent avoir à son égard. Donc, est-ce que le vaccin va être la porte de salut pour l'humanité? Donc, autrefois, les gens au Québec croyaient que c'était la religion catholique qui était leur porte de salut pour leur épanouissement, et ainsi de suite. On verra. On verra qu'est-ce que ça va donner. C'est ce que je voulais dire. En fait, puis l'écoute de soi aussi, c'est fondamentalement l'écoute de qu'est-ce qui émerge en soi. Donc, le rapport avec l'esprit. Et quelqu'un ne peut pas s'individualiser puis intégrer sa contrepartie cosmique si la personne est toujours dans un rapport de soumission à des croyances et à une propagande collective. C'est impossible. Parce que pendant que la personne est occupée à écouter les autres, elle ne s'occupe pas de s'écouter elle-même. Donc, puis plus qu'on se soumet à des formes extérieures à soi, puis plus qu'on s'alourdit, puis plus que ça va nous créer des tensions, parce que ces formes-là ne sont pas parfaitement ajustées à nous-mêmes. Et c'est sûr qu'en période de crise, avec des mesures draconiennes, des mesures drastiques, avec plein de mesures très rigides, c'est pas évident de s'écouter, d'où le défi de la conscience. Donc, c'est ça le point. Puis de persévérer aussi à s'écouter. Donc, dans une période de paix où il n'y a pas de tension sociale, c'est facile de s'écouter. Mais là, quand ça fait 1 mois, 2 mois, puis là, on est rendu après d'1 an et demi de crise, de continuer à s'écouter, c'est pas nécessairement évident. Puis de composer aussi avec un nombre grandissant de gens qui, au nom du bien, cherchent à s'imposer aux autres ou à nous-mêmes par rapport à certaines croyances ou certains éléments. Donc, c'est sûr que là, on assiste à de l'ingérence sociale là, qui est favorisée par, entre autres, les médias, le gouvernement. Donc, on est dans un climat aussi de délation où les médias de masse là, vont encourager les gens là, à dénoncer s'il y a des gens qui organisent des rassemblements de groupes d'une manière illégale, et ainsi de suite. Donc, on est dans ce climat-là présentement d'ingérence dans la vie de l'individu, d'où le fait que il faut s'écouter d'abord plutôt que d'écouter les forces ou les éléments qui cherchent à s'ingérer dans notre existence, puis évaluer par soi-même si c'est bon, si c'est sain pour soi. Donc, c'est sûr que comme plusieurs enregistrements que j'ai faits dans le passé, mon message au fil du temps est essentiellement le même. C'est un message qui est celui d'un développement individualisé de conscience qui passe par l'écoute de soi et le rappel à soi. Donc, c'est le point primordial sur lequel je voulais en venir aujourd'hui. Sinon, je voulais vous mentionner que je vais diffuser là, dans les prochains jours d'autres enregistrements là, de Marc Delassalle qui a été l'un des invités mémorables là, que j'ai reçus là, au fil des années à travers mes entrevues sur le web. Donc, j'ai fait une grande quantité avec lui d'entrevues. Et comme là récemment, j'en ai mis une disponible, puis je vais en mettre d'autres là, une fois de temps en temps là, durant les prochaines années. Je revisite particulièrement ces enregistrements. Donc, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, il y a des gens qui découvrent ça. Donc, écoutez, je vous salue et je vous mentionne qu'il y en a déjà plusieurs de disponibles sur le web. Donc, des entrevues.
et que je vais éventuellement aussi en mettre d'autres sur YouTube. Pourquoi Marc de la Salle? Eh bien, ça a été un des invités qui, par rapport à certains éléments en relation avec la conscience supramentale, m'a amené plus loin dans la compréhension. Et là, présentement, dans une période où, justement, je m'écoute. Donc, je passe beaucoup de temps, entre autres, à faire des activités. Donc, là, présentement, on est rendu mois de mai, donc je vais aller prendre du soleil à l'extérieur là, lorsque j'en ai l'opportunité. Et c'est sûr que j'ai pas l'intention là, de faire des entrevues régulières, là, en tout cas dans les prochains jours, comme j'en faisais là, dans le passé. Parce que je veux pas, recevoir des invités pour recevoir des invités. Il faut que je sois bien en vibration par rapport à ça. Tu sais, je veux pas faire du remplissage puis recevoir un invité à chaque semaine. Puis il y a des gens que oui, je trouve intéressants, d'autres moins. C'est pas l'esprit de ma démarche présentement. Donc, je cherche à avoir des invités éventuellement lorsque j'en aurai la vibration. Je cours pas après ça maintenant. J'ai pas tant que ça de désir là, de faire des entrevues. Peut-être qu'à un moment donné, ça va revenir. En fait, je vous le mentionne parce que là, dans les dernières semaines, j'ai moins fait d'entrevues que j'en faisais là, dans le passé. Mais c'est un mouvement qui s'est installé naturellement en moi. Donc, sans faire d'effort. Et comme je m'écoute, ben, je vais dans ce sens-là, tout simplement. Et sinon, ben, je voulais profiter là, de la capsule aujourd'hui pour vous partager là, certaines découvertes là, que je trouve intéressantes que j'ai faites. Il y a entre autres, donc, s'il y a des gens qui m'écoutent présentement et qui connaissent des périodes d'insomnie ou qui veulent mieux comprendre tout simplement le phénomène du sommeil qui a tendance à diminuer en avançant en âge. Donc, parce que c'est quelque chose que je vis, hein. Je suis rendu à 40 ans, donc mon sommeil est un petit peu plus léger qu'avant et je l'observe là au fil des années, des mois. Donc, j'ai écouté une très belle conférence qui est disponible gratuitement là, sur YouTube. Donc, je vais mettre le lien là, en bas de l'enregistrement présent, devenant que ça vous intéresse là, de l'écouter. Donc, elle s'intitule « Les troubles du sommeil, en avez-vous assez des nuits blanches? » Conférence tête à tête. Et c'est avec le docteur québécois là, qui s'appelle Charles Morin. Donc, c'est une conférence qui dure un peu plus d'une heure, qui, avec une présentation avec des acétates, qui aborde ce que je trouve l'essentiel de ce qu'il y a à savoir là, en lien avec le phénomène de l'insomnie. Là. C'est la conférence la plus pertinente à l'heure actuelle là, que j'ai écoutée en lien avec le sujet. Et il y a beaucoup de conseils pratiques qu'il donne. Là. Donc, on sent son expertise là, par rapport au sujet. Donc, le fait qu'il est très spécialisé. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Fait que j'avais le goût de vous le mentionner dans un esprit de partage. Puis là, j'apprends certains termes, là, comme par exemple, on peut parler d'insomnie d'initiation du sommeil. Donc, si par exemple, ce qu'il mentionnait, ça prend plus de 30 minutes pour trouver le sommeil. Donc, après avoir éteint les lumières dans sa chambre, on peut parler d'endormissant qui, dans le fond, est plus difficile. Puis, il y a l'insomnie aussi du maintien, qui n'est pas pareil. Donc, quelqu'un qui se réveille pendant plusieurs fois pendant la nuit et qui demeure réveillé pendant plus de peut-être 30 ou 40 minutes. Donc, la personne a difficulté à maintenir son sommeil. Fait qu'il y a deux éléments différents là, qu'il aborde dans sa conférence. Il y a d'autres éléments aussi, là, mais ça donne du vocabulaire pour mieux comprendre le phénomène. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai étudié. C'est sûr, en ayant le sommeil davantage léger au fil du temps, ben j'étudie ça pour mieux comprendre le sommeil, puis regarder quels sont les comportements concrets que je peux mettre en place dans ma vie pour favoriser une bonne qualité du sommeil là, naturellement. Sinon, ben je m'occupe, ça fait partie de l'écoute de soi, hein, de la thématique d'aujourd'hui, pour m'entraîner chez moi. Donc, les salles d'entraînement sont fermées au moment où je vous parle depuis plusieurs semaines. Fait que là, je me suis fait un petit programme là, à l'intérieur. Donc, j'ai été sur Word. Je me suis pris des notes d'activités à faire. Je me suis fait une liste
que j'ai d'ailleurs devant moi au moment où je vous parle. Et je me suis dit, si je peux faire ça, ben, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent faire ça. C'est sûr qu'il y a des vidéos aussi d'entraînement en ligne là, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Mais moi, je me suis fait une liste personnalisée. Donc, dans mon cas, par exemple, je vais commencer une session d'entraînement en faisant soit la planche avec les coudes en position isométrique pendant 1 minute. Donc, en étant dans la position similaire qu'on va prendre lorsqu'on fait des push-ups. Donc, en m'appuyant sur les coudes, la différence avec les push-ups, c'est que je descends pas. Puis là, je vise à maintenir ça 1 minute. Des fois, je vais faire 45 secondes, 1 minute et quart. Ça varie. Et ou sinon, des push-ups, une trentaine de push-ups. Ensuite, je fais des redressements assis. Ensuite, je fais les deux, dans le fond, ces 2 exercices-là en alternance, étant donné qu'ils mobilisent des muscles qui sont différents. Ensuite, je vais faire des exercices pour les triceps parce que les push-ups sont en relation avec les biceps. Et pour travailler la complémentarité musculaire, au contraire, je vais utiliser une chaise là, sur laquelle je vais m'accoter pour descendre les bras, donc bouger les triceps. Puis par la suite, en alternance, pour travailler un groupe de muscles différents, je vais faire la chaise sur un mur pendant 30 secondes. Donc, mettre l'angle par rapport, dans le fond, entre le mur et mes genoux. Donc, je suis assis là, à côté sur le mur avec les genoux à une inclinaison de 90 degrés. Et là, j'essaie de maintenir ça au moins pendant 30 secondes. Des fois, je me rends à 40 secondes. Donc, ça fait travailler là, les muscles là, liés aux jambes. Puis après ça, je refais d'autres exercices pour les triceps, d'autres muscles pour les jambes. J'en fais au moins 3 répétitions. Un peu comme l'alternance que je vais faire entre les redressements assis, là, puis également soit la planche ou les push-ups là, à 3 répétitions. Ensuite, ce que je vais faire je vais viser, à faire le grand écart parce que je suis pas capable. Là. C'est très difficile là, avec les jambes là, sur le tapis. Puis je vais alterner ça en soulevant des poids et haltères, là, des dumbbells là, de 12 livres. Donc, un poids de 12 livres à chacune des mains. Là, donc, je fais ça. Pour me garder en forme, je fais aussi des exercices pour favoriser le dos droit en accotant, par exemple, mon dos au sol pendant quelques secondes. Et par la suite, je arque le dos pour former une espèce de forme là, demi-circulaire là, entre le dos et le sol. Puis par la suite, je réappuie le bas du dos. Donc, par exemple, à la hauteur du nombril là, sur le sol, pour maintenir une tension là, peut-être d'environ 30 secondes, pour travailler les muscles en bas du dos, parce que c'est, lorsque j'avais rencontré à un moment donné là, une personne qui était spécialiste du dos, ben c'est sûr qu'elle m'avait suggéré là, de renforcer là, les muscles du bas du dos pour favoriser une bonne posture dorsale, donc d'avoir le dos droit. Donc ça, c'est des choses que je fais. Naturellement, je vous dis pas de faire ces choses-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au fil du temps, là, il me vient en tête des idées d'exercices. Au début, il y avait quelques exercices sur ma feuille. Puis là, j'ai une idée, tel exercice. Puis là, ça se rajoute. Puis là, je me suis même fait une routine de détente. Donc, après m'être entraîné physiquement, c'est sûr que si la température le permet, ici au Québec, l'été étant extrêmement éphémère, naturellement, c'est une question de quelques mois. Je vais à l'extérieur prendre un bain de soleil, me faire bronzer. Donc, après avoir bougé, des fois, on aime ça se détendre un peu. Et je prends des rayons du soleil. Puis, je vais me coucher là, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Donc, je fais une variation. Et par la suite, c'est sûr, je vais aller prendre une douche avec de l'eau chaude. Ou de l'eau tiède, pas nécessairement de l'eau bouillonnante là, quand même. Là. Donc, parce que quand je vais me faire bronzer, habituellement, je transpire au soleil. Donc, c'est sûr que c'est pas agréable là, par la suite là, d'être rempli de transpiration parce que le corps cherche à s'hydrater là, par les moyens qu'il y a face aux rayons du soleil. Donc, ça amène un phénomène de sudation. Par la suite, je vais aller prendre ma douche. Puis, des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais me tremper les pieds. Une partie des cuisses et même dans les mains, dans de l'eau froide pendant quelques secondes. Et là, ça amène une circulation plus intense
au niveau sanguin à travers notamment les pieds, les mains. Donc, ça stimule mon corps. Puis ça me fait beaucoup de bien. C'est sûr qu'à première vue, lorsque je parle de ça, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben là, dans le fond, s'immerger des membres du corps dans de l'eau froide, c'est pas agréable. » Mais ça me permet chez moi de retrouver le type de bienfait que je pouvais retrouver lorsque j'allais, par exemple, dans un centre de spa. Donc, dans un centre de spa, ben, il y a une période où ce que la personne va transpirer. Bon, ben, moi, quand que je m'expose au soleil, c'est ce que je vis. C'est sûr que j'ai pas de chambre de sudation, là, de hammam, là, chez moi, entre autres, là. Donc, moi, c'est pas sec, là. Non, c'est sûr que j'ai pas ça. Par contre, si je vais au soleil, ça compense pour faire transpirer un peu le corps. Ensuite, des fois, les gens vont aller s'immerger dans de l'eau soit chaude ou tiède ou des bassins. Il y a des bassins aussi à eau chaude. Puis par la suite, il y a une alternance pendant quelques secondes dans un bassin d'eau très froide pour créer un effet de contraste par rapport au corps. Et l'effet de contraste, c'est bien... Je le reproduis chez moi là, en me trempant. Là, je ne veux pas m'immerger au complet dans l'eau froide, ça serait vous mentir, mais une partie du corps dans de l'eau froide, après avoir été dans de l'eau plutôt chaude ou tiède, ben, ça crée un effet de contraste qui stimule le corps. Et ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Puis ça m'amène aussi à m'enraciner. Donc, lorsque je vais marcher, par exemple, dans mon bain avec de l'eau froide, eh bien, ça amène à ce moment-là un enracinement de mon attention aux jambes, où ce que ça accroît la circulation sanguine. Donc, je suis moins dans la tête, je suis moins dans l'intellect, dans la réflexion. Et souvent, ça m'amène un état de détente là, plus grand que tout simplement là, juste écouter de la musique douce. Là. Donc, ça m'amène un état de détente mentale. Et il y a des bienfaits liés à ça qui m'ont amené à réaliser que lorsque j'étais jeune, comme certains Québécois qui peuvent m'écouter, eh bien, avec ma famille, j'allais aux États-Unis à Old Orchard, qui est un endroit qui a naturellement là, des kilomètres de plage et l'eau est extrêmement froide. C'est situé au nord des États-Unis. C'est dans l'État du Maine et l'eau est beaucoup plus froide là, qu'à Cuba, là, à d'autres destinations touristiques naturellement. Et je me suis rendu compte que ce que j'appréciais finalement à travers ça, bien que je me ramassais avec des fois les pieds là, rouges parce que l'eau est extrêmement froide, là, de marcher les pieds dans l'eau, c'est difficilement baignable, là, en tout cas s'immerger le corps au complet, là, c'est ce que je trouvais lorsque j'étais jeune, lorsque j'allais là. C'est que ça m'amenait à un état de détente. Et là, en faisant cette reproduction d'un spa maison, hein, parce que les spas présentement, il y en a beaucoup qui sont fermés, où c'est compliqué avec les règles sanitaires d'y aller. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Puis je vous le partage parce que, dans le fond, c'est ce qui m'apporte présentement de la satisfaction. Du plaisir de vie. C'est sûr que ce que je réalise finalement, c'est que l'exposition à l'eau froide, ça m'amène un état de détente quand même assez grand. Et puis c'est sûr qu'a priori, c'est répulsif de penser, par exemple, de s'immerger soit les pieds, les mains dans l'eau. Mais ce que ça m'apporte, c'est une présence plus grande au corps puis une sortie de la réflexion. Donc, si j'ai tendance à être dans l'intellect puis réfléchir, de m'immerger dans l'eau froide, ça saisit mon corps puis ça ramène ma conscience dans le corps. Donc, puis là, ça crée un état de détente. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans mes expériences, mes observations. Sinon, naturellement, je cherche toujours à me maintenir dans une vibration qui est agréable. Et l'écoute de soi aussi, c'est d'être capable d'observer qu'est-ce qui émerge en soi. Donc, de travailler avec l'émergence de la conscience en soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui part de l'intérieur de nous, qui cherche à se diffuser à l'extérieur
et qui, dans le fond, va jaillir en termes d'idées, de pensées dans le mental. Donc, c'est sûr que quelqu'un, en termes d'émergence de conscience, pour la favoriser, peut faire un exercice qui est extrêmement simple, que je fais moi-même, hein, parce qu'il faut quand même donner l'exemple. C'est d'inspirer, puis d'expirer, puis on peut avoir une intention ou poser une question intérieurement, puis lors du moment de l'expiration, regardez qu'est-ce qui émerge, puis parler là-dessus. Donc, dans l'inspiration, vous pouvez être dans l'ego, la conscience réflexive, la conscience analytique, puis vous expirez, puis vous pouvez observer qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui émerge. C'est quoi, si on parle du processus, par exemple, créatif en différentes étapes, c'est quoi l'illumination que vous pouvez vivre à ce moment-là? Parce que il y a une période dans le processus créatif où la personne elle peut avoir un questionnement, elle peut incuber quelque chose, puis à un moment donné, l'idée émerge. Et c'est sûr que d'expirer peut favoriser l'émergence de l'illumination qui va amener la résolution, par exemple, d'un problème au-delà de la réflexion pour amener une idée nouvelle à travers le phénomène d'expiration. Et avoir un éclairage aussi. Donc, faire jaillir l'esprit en soi, faire immerger l'être immanent dans sa vie. Et c'est sûr que dans ma vie, le moment auquel je me sens mieux, c'est quand j'évalue les choses par moi-même plutôt que d'écouter des bulletins de nouvelles là, avec des gens moralisateurs là, qui disent « On lâche pas la vaccination, on se fait continuer de se vacciner, il faut suivre les mesures sanitaires tout le temps à la lettre. » Puis on nous dit la vaccination, c'est la seule solution. Donc, on répète ça, les slogans, etc. Donc, ça cherche à nous imprégner. Mais ce qui m'amène une plus grande satisfaction, c'est pas d'adhérer à ces éléments-là, mais c'est de regarder par moi-même qu'est-ce que ça me dit par rapport à la vaccination, qu'est-ce que ça me dit par rapport au port du masque intérieur, qu'est-ce que ça me dit par rapport à la gestion de crise, et ainsi de suite. Puis vous pouvez faire le même exercice, regarder par vous-même qu'est-ce qu'il y en est. Et c'est sûr que là, c'est un acte individuel de faire ça. Donc, ça vous amène dans une démarche d'un rapport individualisé au réel. Donc, ce qui est particulier parce que vous devez contenir par vous-même. Vous ne serez pas nécessairement supporté par le collectif en faisant ça. Puis, aussi, ce qu'il faut réaliser, c'est que la conscience, c'est quelque chose d'individuel. Il y a plusieurs années, j'avais cru naïvement qu'à un moment donné, il y aurait une grande crise sur Terre, qu'elle allait affecter l'économie, l'éducation, ensuite le système de santé, puis qu'il allait avoir quelque chose de gros, qui allait amener plein de personnes à s'éveiller. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Chaque éveil est individuel, puis même après un an de crise, il y a des gens qui vivront pas nécessairement une intégration de la dimension cosmique de leur être, de leur vivant, parce qu'ils n'ont pas la capacité de contenir ça. Peut-être une plus grande sensibilisation à l'importance du respect des droits individuels, oui, mais en venir à une conscience vibratoire, pas nécessairement le cas. Donc, autrement dit, qui est par exemple une crise mondiale, ça va pas amener une initiation collective au niveau cosmique, mais ça peut être possible que oui, au niveau planétaire, pour amener des gens à prendre conscience qu'à quelque part, ils ne doivent pas prendre pour acquis les droits et libertés, même en situation de société occidentale qui les garantit depuis plusieurs décennies. Donc, autrement dit, la personne ne doit rien prendre pour acquis, puis de réaliser qu'il suffit qu'il arrive un événement choc dans une société, une civilisation, ou que tous les paramètres qui semblaient être là pour durer pendant longtemps ne soient pas nécessairement. Tout peut être suspendu en période de crise, et c'est ce qu'on réalise présentement. Donc ça, c'est un niveau de conscience au niveau intellectuel, au niveau psychologique. Mais au niveau vibratoire, eh bien, ce que j'observe après un an et demi de crise, donc des gens qui sont fusionnés avec l'esprit, moi, j'ai pas l'impression qu'il y en a davantage. C'est sûr qu'il y en a qui étaient marqués pour vivre ça, puis la crise peut être un élément catalyseur qui favorise cela.
Mais c'était déjà marqué. Mais sinon, il n'y a pas des millions de personnes là, partout dans le monde là, qui sont fusionnées, parce que si ça serait le cas, bien, on observerait présentement ces gens-là, entre autres, transparaître dans les médias de masse et ainsi de suite, là, pour amener une autre vibration dans la lecture des événements actuels. Donc, ça ferait des lectures d'événements qui seraient moins colorées par la peur, moins colorées par le désir de dominer l'autre. On serait plus dans le vivre et le laisser vivre, ce qui n'est pas du tout le cas présentement. Et l'astral, présentement, qui est une réalité énergétique qui se rapporte à la structure énergétique de la Terre en lien avec des gens qui ont déjà vécu mais qui sont en voie d'évolution, cherche à utiliser la crise, à l'instrumentaliser pour mettre en place des mesures sociales très grandes puis un contrôle plus grand de la population. Puis ça se traduit par, entre autres, des mesures de contrôle technologique qui peuvent être introduites dans la société, et ainsi de suite. Donc, un agenda astral, mais simultanément, il y a un agenda qui concerne certains individus de se conscientiser en dépit de l'état de la crise présente. Et pour se conscientiser ou s'approprier son vécu, ben, comme je le disais il y a quelques instants, il faut être à l'écoute de qu'est-ce qui émerge en soi, d'arrêter de se désobéir, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se raconter des histoires, arrêter de croire naturellement qu'est-ce qui provient de notre environnement. Et c'est sûr que de s'écouter par rapport à mon passé, il y a des choses que je suis content de m'avoir écouté. Je vous donne un exemple. Dans mon cas, j'avais pas la vibration d'avoir des enfants et j'en ai pas. Et c'est sûr qu'en période de crise, je suis content de pas en avoir, parce que je me sentirais pas à l'aise d'imposer aux enfants toutes les mesures là, très restreignantes là, qu'on connaît présentement là, pour aller à l'école, le port du masque intérieur. Puis là, il y a des parents qui cherchent à imposer la vaccination aux enfants au nom de leur bien, et ainsi de suite. Donc, il y a tout ce contexte-là que je suis moins à l'aise. C'est sûr que s'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont des enfants, qui ont la vibration pour avoir des enfants, c'est bien correct. Moi, je respecte le choix de tout le monde. Mais ce que j'avais observé il y a plusieurs années, là, je suis rendu à 40 ans, mais quand que j'étais au début de la trentaine, il y a un événement particulier qui s'était déroulé. C'est-à-dire que dans un étau où ce que j'étais dans ma bulle, disponible à l'intériorité puis à l'invisible, à un moment donné, ça m'avait parlé intérieurement, et c'était une âme qui voulait s'incarner, qui tournait alentour de moi, qui voulait s'incarner à travers moi puis ma compagne, c'est-à-dire qu'on est un enfant. Et ce que j'observais, dans le fond, c'était qu'il y avait le désir qui pouvait être présent chez moi d'avoir un enfant, mais en lien avec la peur de passer à côté de quelque chose. Donc, c'est sûr que si on... ou de l'opportunité d'avoir des enfants, parce que l'horloge biologique, naturellement, est limitée. La période où ce que les gens sont fertiles, ça ne dure pas éternellement là, dans la vie d'un individu, là, surtout plus qu'on avance en âge, que ce soit les hommes ou les femmes, ben c'est sûr que ça a une incidence sur la fertilité. Mais c'est ça. Il y avait comme une âme qui tournait autour de moi, qui voulait s'incarner. Puis comme j'étais sensible, j'étais réceptif à ça pour avoir des enfants. Donc, chercher à m'influencer en ce sens. Mais ma volonté était ferme que non. Je voulais pas avoir d'enfants. Et par rapport à ce phénomène-là, il y a des gens qui vont dire, ben là, tu as une imagination fertile et tu as sans doute imaginé qu'il y avait une âme qui voulait s'incarner, qui te parlait. Sauf que je me rappelle spécifiquement qu'il y avait une journée où que j'avais vécu cette espèce de dialogue-là intérieur, cette perception de cette présence, où en soirée, de la même journée, il y a un médium qui me dit qu'il y a un enfant qui veut naître à travers toi, qui est entré en communication avec toi, là. Puis il était en contact, il percevait la même présence que je percevais, puis j'en avais pas parlé que j'avais vécu ça dans cette journée-là. Puis dans les jours précédents non plus, là, il était pas au courant de ça. Donc, le fait qu'une personne extérieure me dit « Ah, tu es en contact avec un enfant qui veut naître à travers toi », alors que je vivais cette expérience-là, dans la période où il m'a dit ça, il est tombé pile. Ce qui m'a amené à dire, ben finalement, c'est pas juste mon imagination qui est très fertile. Lui, il l'a capté aussi, il l'a perçu. Mais j'ai pas donné suite à ça.
Donc, je n'avais pas la vibration là, par rapport à ça. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis heureux parce que c'est vraiment un casse-tête de ce que j'observe là, par rapport aux parents, là, que du jour au lendemain, s'il y a un cas qui est d'éclosion de coronavirus éclos dans une classe, là, il faut que l'enfant soit gardé. Ensuite, ça peut amener naturellement là, à prendre des jours de congé ou à manquer des jours de travail. C'est un casse-tête. C'est sûr que des gens vont me dire, écoute, la crise, c'est temporaire, là, ça ne durera pas éternellement. Donc, c'est sûr, en effet. Par contre, le mode de vie dans lequel on cherche à nous installer avec la mise en place du passeport vaccinal qui va être utilisé pour passer d'un pays à l'autre avec le statut de la personne là, sur le plan médical, ça pourrait être une réalité permanente, un peu comme le passeport aux États-Unis qui est requis. C'est-à-dire qu'avant les attentats du 11 septembre, les gens, les Québécois, entre autres, on allait aux États-Unis, on pouvait montrer, c'est sûr, le permis de conduire, la carte d'assurance maladie. Donc, on n'avait pas besoin de présenter en tant que tel un passeport lorsqu'on franchissait la frontière américaine par voie terrestre. Donc, c'était pas nécessaire. Mais par la suite, dans les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre, à cause de la peur, naturellement de la menace terroriste, on a imposé ça, puis d'avoir un passeport canadien pour aller aux États-Unis, que ce soit par voie terrestre ou aérienne, ou même par bateau, là, c'est nécessaire. Ça l'a changé, ça a amené un rehaussement des normes. Et c'est sûr que la crise, présentement, pourrait amener un rehaussement de certaines normes et que, dans le fond, on ne revienne pas en arrière, un peu comme, par exemple, si on prend le passeport. Donc, au nom de la menace terroriste, on amène plus de normes. Au nom de la menace de virus, on amène plus de normes. Puis sans doute, au nom de la menace des changements climatiques, on va amener plus de normes au niveau collectif et ainsi de suite. Donc, c'est toujours sous la peur qu'on crée des structures, qu'on crée des normes. Mais le point, c'est qu'il ne faut pas que les structures nous amènent dans un état d'étouffement individuel qui empêche à ce moment-là l'émergence de l'intelligence créative en nous. Donc, il ne faut pas que se laisser étouffer sur le plan individuel par rapport à l'augmentation des structures sociales. Ça, c'est le défi pour composer intelligemment dans un contexte contemporain où, entre autres, la technologie permet un contrôle croissant par rapport au sein de la société, là. Donc, ça, c'est le défi dans lequel on est confronté. Et c'est sûr que des fois, il y a des choses qui émergent à l'intérieur de moi, puis ça fait tout le temps, ça fait pas tout le temps l'affaire de mon ego. Puis je les observe, puis je les écoute. C'est ça aussi, être capable de s'écouter, c'est de le faire dans un esprit de transparence. Donc, autrement dit, si ça me dit intérieurement que, par exemple, le passeport vaccinal, ces mesures-là, ça peut servir à certains égos de réduire l'anxiété, la peur avec cette mesure-là pour se recentrer un peu, que à quelque part, pour eux, c'est comme une bouée de secours, pardon. J'étais obligé de l'écouter. Donc, je suis obligé de regarder aussi que à quelque part, présentement, on peut être amené à envisager le pire, puis finalement, il y a des choses qui se réalisent pas. Donc, c'est sûr que, dans le fond, moi-même, il y a quelques semaines, à un moment donné, j'anticipais la possibilité que le couvre-feu qui était passé de 21h30 à 20h tombe à 18h au Québec. Donc, que ça soit plus tôt, un peu comme qu'est-ce qui s'est déroulé là en France. Et finalement, ça s'est pas actualisé. Donc, au moment où je vous parle, le couvre-feu est passé de 20h à 21h30. Puis là, on parle dans le fond que le couvre-feu là, sous peu là, disparaît. Là. Donc, il y a des choses qu'on nous dit, puis finalement, ça n'arrive pas nécessairement. Donc, c'est sûr qu'il faut être prudent par rapport à tout ce qui touche à l'avenir parce que beaucoup de spéculation, beaucoup de perte de temps, beaucoup de perte d'énergie liées à de la réflexion par rapport à l'avenir, ça peut être engendré. Et par rapport à ça, dans le fond, je suis vigilant et je suis capable de m'auto-censurer. Des fois, je parle avec ma compagne, puis à un moment donné, je parle de qu'est-ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Puis là, il y a comme des fois, là,
des scénarios qui s'enchaînent. Tu sais, si il y a l'introduction du passeport vaccinal, ensuite le carnet vaccinal, ensuite chaque individu, dans le fond, c'est sûr que par rapport à un document, un code QRP qu'on trouve sur un téléphone intelligent ou sur un papier, ben ça peut se faire voler. Ensuite, il y aura la possibilité naturellement d'implanter une puce sous la peau. Ça éviterait le vol ou de perdre ces documents-là ou que les papiers se dégradent. Donc, la mesure de contrôle pourrait être éventuellement ça. Mais là, je suis dans de l'anticipation d'une mesure, d'une autre mesure, puis après ça, on peut amener d'autres mesures aussi. Donc, c'est sûr qu'une mesure sur une mesure, c'est un petit peu comme un château de cartes. Ça peut envisager, ça peut s'effriter là, comme les différents étages de cartes. Il suffit d'enlever une carte en dessous du château de cartes, donc un élément qui ne se réalise pas pour que les autres éléments s'écroulent. Donc, c'est un petit peu ça. Fait que moi, je me permets des fois, je commence à parler de ces sujets-là, puis à un moment donné, par rapport à l'avenir, bon, je vais arrêter de parler de ça. Parce que ça peut nous amener inutilement à faire de l'anxiété, puis l'avenir, on le connaît pas. Donc, voilà ce que je voulais en venir. Donc, c'est écouter d'abord, jouir du moment présent en dépit de tout ce qui se passe, s'occuper d'être bien dans sa peau, d'être heureux, faire des activités qui sont saines pour soi, puis laisser les gens vivre leur expérience. C'est sûr qu'il faut être capable de dire non si les gens cherchent à nous dominer ou nous imposer des choses, là, naturellement. Donc, moi, je ne cherche pas à imposer des choses aux gens de mon environnement, mais je ne suis pas intéressé non plus à ce qui m'impose leurs croyances. Et dans le fond, des choses qui peuvent être détrimentaires là, par rapport à moi, là. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Sinon, en terminant, bien, je me permets d'affirmer qu'est-ce que je veux. Donc, dans un mouvement individuel, affirmer ma volonté et dans une compréhension que l'univers est constitué d'une seule chose. Pour moi, il y a une seule chose dans l'univers, c'est un champ quantique. Donc, en lien avec la physique quantique, où il n'y a pas de séparation dans le sens absolu entre les objets, les individus. Et c'est ce qui permet, par exemple, d'expliquer là, certains phénomènes là, qu'on a l'impression que c'est paranormal, que ce n'est pas normal. Mais en réalité, c'est tout simplement lié à une normalité qu'on ne comprend pas à cause de cadres conceptuels, de cadres de référence qui ne sont pas nécessairement appropriés. Donc, autrement dit, le phénomène de la télépathie, où par exemple deux personnes ont la même idée en même temps, est aisément explicable dans la perspective qu'il n'y a pas de séparation entre les individus qui peuvent intercepter la même pensée. Donc, le phénomène du remote viewing, c'est-à-dire d'être capable de percevoir à distance des lieux. C'est facilement explicable dans le sens qu'un individu n'est pas séparé d'un endroit, même s'il est situé à plusieurs kilomètres de distance et ainsi de suite. Donc, il faut tirer profit de cette compréhension qu'on peut influencer l'environnement et que l'environnement aussi peut nous influencer. Il y a quelques jours, il m'est venu en tête de mettre en ligne un enregistrement de Marc de la Salle. Puis, au même moment, il y a quelqu'un qui m'écrit, s'il m'écoute, je le salue, que découvert récemment Marc de la Salle. Puis là, il me faisait un commentaire d'appréciation. Dans le fond, il avait l'air là, très intéressé. C'est comme quelqu'un qui est passionné par une nouvelle découverte qu'il fait. Donc, je chantais cette vibration-là très forte. Et là, j'ai compris pourquoi. Puis, il voulait, dans le fond, que je vous donne le lien là, d'un enregistrement de Marc de la Salle au complet. Puis là, j'ai compris simultanément pourquoi cette journée-là, il m'est venu en tête de mettre en ligne un enregistrement de Marc de la Salle. Puis ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas fait. Puis quand que je mets des enregistrements en ligne, c'est sûr que, dans le fond, ça nourrit un petit peu la roue. Fait que là, il y a quelqu'un qui voulait entendre du Marc de la Salle, puis une fois de temps en temps, il y a des gens qui découvrent le matériel que j'ai rendu disponible sur YouTube. Puis là, au même moment, c'est la journée où je travaillais pour mettre en ligne un enregistrement alors qu'il m'écrit des messages. Fait que c'est comme si je chantais l'influence de la personne qui voulait que je mette des enregistrements de Marc de la Salle, puis j'ai donné suite à ça. Implicitement en mettant en ligne au même moment, quelques heures en fait après là, un enregistrement de Marc de la Salle. Donc les gens peuvent m'influencer, mais je peux aussi influencer les gens. Donc il y a un système d'inter-influence.
Et c'est sûr que je peux dire non. Aussi, des fois, je vais dire intérieurement, il me vient en tête l'idée, mets en ligne un enregistrement Marc de la Salle ou fais un autre enregistrement solo. Des fois, non. Je vais dire non aussi. Parce que j'ai une volonté individualisée. On peut donner suite ou non à une influence vécue directement. Comme quelqu'un qui nous dit directement, il faut que tu sois vacciné. On peut dire non. Mais ça peut être aussi au niveau énergétique qu'on sent que l'énergie, puis la pression de l'énergie est là pour nous amener à nous sentir pas corrects, coupables, comme autrefois dans la religion catholique, être un méchant pécheur si on n'est pas vacciné, là. Être un citoyen de seconde zone là, qui mérite pas d'aller au restaurant ou des sorties récréatives comme aller au cinéma. Donc, il y a ces énergies-là qui sont là. Il faut être capable de maintenir une volonté, de se maintenir dans un mouvement qu'on choisit, puis d'être capable de dire non. OK, tel élément, là, c'est sûr, j'ai mis en ligne, par exemple, un enregistrement Marc Glaçage, j'en mettrai pas un en ligne demain matin. Non. Par contre, peut-être dans 3 semaines, je vais en remettre un autre. C'est ça, être capable de gérer les choses. Mais on peut être influencé par les autres qui nous constituent par la conscience, qui nous influencent, qui nous colorent, qui cherchent à nous programmer. Mais on peut programmer aussi le réel. Et c'est la dimension que je trouve intéressante. Dans le sens qu'on est séparé de rien. Donc, le simple fait, par exemple, de penser à nos chers politiciens, donc que ce soit le docteur Horacio Arruda, ensuite, par exemple, que ce soit les gens là, qui dirigent, que ce soit, on peut penser naturellement là, à François Legault, le premier ministre du Québec, etc., ça part une certaine influence sur eux, dans une certaine mesure. Naturellement, il y a plein de monde qui pense à eux, il peut y avoir beaucoup d'impact, d'influence, il peut y avoir même des égrégores en relation avec ces individus-là, donc des champs d'énergie constitués. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut mettre en place certaines choses, puis finalement, il y a une dynamique qui s'installe qui cherche à nous influencer. Des fois, je vois des youtubeurs que je trouve qui travaillent fort, sans relâche. Il y en a un que je pense, entre autres, là, qui fait régulièrement des enregistrements là, plusieurs fois par semaine. Et c'est sûr que, bon, c'est pas de mes affaires, mais il en fait, que ce soit sur semaine, la fin de semaine, il n'arrête pas. Donc, c'est sûr que pour moi-même avoir déjà produit massivement des enregistrements, à un moment donné, il faut mettre sa limite pour pas s'épuiser, se brûler. Parce que ça peut être très envahissant. Donc, quelqu'un peut mettre en place une roue, un cycle énergétique, dans le sens qu'il produit un enregistrement. Là, il y a une réponse du public. Le public en veut plus. Fait que là, en lien avec le public, il en fait un autre, il en fait un autre. Puis c'est comme sans fin. C'est comme un mouvement que la personne initie. C'est comme si on met en place un système, puis l'individu peut se soumettre au système qu'il a mis en place en donnant des enregistrements qui nourrit le système, qui fait en sorte qu'il faut qu'il en produise plus, il en produise plus, il en produise plus. Puis plus que le public en veut, puis se laisse influencer par lui, puis plus qu'il va en faire, puis plus qu'il risque aussi de s'épuiser puis de se brûler. Donc, ça prend de la volonté pour composer avec le public. Ça, c'est un des volets que je voulais mentionner parce que c'est facilement envahissant, le rapport avec le public. De ressentir les gens à distance aussi quand on fait un enregistrement. Donc, des fois, on sent une espèce de petit boom énergétique. On sent des gens qui nous perçoivent à travers notre parole, nos propos. Ça peut avoir cours dans les minutes, les heures qui suivent la mise en ligne d'un enregistrement. De phénomènes énergétiques particuliers qui peut amener, entre autres, à vivre de l'insomnie. D'où le fait qu'à quelque part, si on met en ligne un enregistrement au moment qu'on s'apprête d'aller dormir, puis il y a plusieurs personnes qui écoutent les enregistrements, devenant que ce soit le cas à ce moment-là, ben, c'est sûr que ça peut avoir une certaine incidence. Donc, il y a un phénomène d'inter-influence, mais tout ça pour vous dire que ma capacité d'influence sur le réel en tant qu'individu, je vise à me l'approprier au total, puis j'invite les gens qui m'écoutent à en faire autant. Puis l'un des moyens de le faire, c'est d'utiliser ce qu'a amené entre autres le philosophe jovialiste André Moreau, la bénédiction ou l'intention de conscience ou le fait de commander à l'univers. Donc, arrêtons de prier, d'être des mendiants d'absolu, d'être des gens là, qui vont se mettre à plat ventriste devant les anges ou les extraterrestres pour notre salut, ou des autorités sanitaires. Donc, après s'être mis à genoux ici au Québec, là,
devant le clergé. Là, on se met à genoux devant les autorités sanitaires en leur conférant une toute-puissance. Mais non, il faut arrêter ce manège-là, puis prendre en main son propre pouvoir individuel, sa propre capacité d'autonomie, d'autodétermination, et de l'immaner dans l'univers. Comme on est séparé de rien, mais qu'on est différent des autres, ça c'est une notion de métaphysique qui a été amplement répétée là, dans le cadre de la philosophie jovialiste, qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresse en complémentarité avec l'instruction supramentale. Le jovialiste nous amène dans une conscience qui est immanente au réel, donc l'absolu est immanent au relatif, tandis que dans le supramental, c'est la transcendance. Donc, il faut dépasser un état pour aller plus loin. Donc, il faut que l'individu neutralise l'astralité en lui pour toucher au plan éthérique, tandis que sur le plan jovialiste, l'absolu, c'est-à-dire le plan éthérique, le plan de la réalisation, est immanent à travers la création sur le plan physique, donc à travers la dimension densifiée de la réalité. Là. Donc, il y a un continuum énergétique entre les deux. Donc, c'est deux visions du monde. Et c'est sûr que de m'y référer en complémentarité, ça peut être intéressant. Donc, d'avoir une compréhension en lien avec un cadre conceptuel transcendant et aussi immanent. Et dans l'optique d'agir avec l'immanence de ma conscience, je vais procéder maintenant à quelques, dans le fond, commandes à l'univers et bénédictions pour compléter cet enregistrement. En fait, ça fait quand même un bon moment que je vous parle. Je vais compléter là-dessus. Donc, pour installer ce que je veux dans ma vie sur le plan individuel, pas ce que les médias veulent pour moi ou les bien-pensants. Non, ce que je veux. Puis je vous invite à en faire autant dans votre vie, naturellement, en tant qu'individu souverain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de vous pour vous dire quoi faire. Il n'y a pas le gouvernement. Il n'y a pas les prêtres de la religion sanitaire. Donc, soyez l'architecte de votre destin en prenant votre place pleinement et en vous écoutant. Voilà. Donc, je vais faire mon petite activité. Donc, je commande à ce que ma vie soit agréable, ma vie soit paisible, ma vie soit dans le calme mental, ma vie soit dans un état d'un bonheur tel qui ne saurait être amélioré. Donc, récemment, j'ai écouté un enregistrement par rapport à des remerciements que la personne faisait dans un esprit de gratitude par rapport aux différents membres de son corps biologique. Et je trouvais ça intéressant. Et là, il m'est venu en tête tout de suite remercier dans un état de gratitude, mais aussi bénir pour favoriser la santé des différents organes. Donc, d'agir consciemment, parce que le simple fait d'investir quelque chose de la conscience, de notre conscience, a une incidence sur celle-ci, car les éléments qui constituent notre corps biologique ne sont pas séparés naturellement de notre conscience, donc tous les membres peuvent être investis dans notre conscience, et c'est la raison pour laquelle maintenant je vais faire un petit exercice en ce sens avec vous. Donc, je remercie mes yeux qui me permettent de percevoir la réalité, et je les bénis pour qu'ils soient en santé, qui me permettent de comprendre et surtout de voir clairement qu'est-ce qui se passe dans le réel. Je bénis ma capacité d'audition qui me permet de savourer la musique. J'ai beaucoup de gratitude, surtout par rapport au fait que je suis capable d'entendre toutes sortes de sons, les opportunités de l'époque actuelle. C'est incroyable la musique qu'on a accès, entre autres, sur Internet, qu'on peut télécharger, on peut écouter, qu'on peut découvrir. On a des opportunités inouïes que certains nos ancêtres n'auraient même pas imaginé en termes d'accessibilité de la musique de différentes cultures, que je peux jouer avec mon tympan. Donc, je suis dans un état de gratitude par rapport à ça, un état d'appréciation, et je bénis ma capacité d'entendre pour qu'elle perdure dans le temps, avec clarté, précision. Je bénis par la suite, bien sûr, mes narines, ma capacité de sentir, de déguster certains parfums. Présentement, au mois de mai, au Québec, il y a le parfum du lilas qui est dans les airs. Donc, je bénis cette capacité de capter la beauté
sur le plan olfactif. Ça peut être l'arôme aussi lorsque je porte proche de mes lèvres une coupe de vin et que je peux sentir l'odeur du vin. Donc, je me nourris de ces perceptions sensuelles pour agrémenter ma vie sur la terre. Donc, je suis dans un état d'appréciation, de gratitude de ces éléments du quotidien qui me permettent de sentir que je suis rempli à quelque part de beauté. Et c'est sûr que, dans le fond, je bénis le bon fonctionnement de ma rate, de mon cœur, de mes intestins, de mon estomac, ensuite le bon fonctionnement de mes poumons pour qu'ils continuent dans le temps. Même chose pour la vessie, même chose naturellement pour mon organe sexuel, pourquoi pas. Donc, j'investis tous ces éléments-là de ma présence. Je les investis de mon énergie. Je les investis d'un état de disponibilité pour que j'ai une compréhension instantanée si j'ai à faire des ajustements dans ma vie pour favoriser leur bon fonctionnement, que ce soit d'adapter mon alimentation, d'adapter aussi mon environnement. Donc, je suis dans une écoute de mon corps biologique, de disponibilité, tout en investissant d'une lumière nourritrice chacun de mes organes de mon corps, chacun de mes membres, ma peau. Et c'est sûr qu'en passant, lorsque je vais au soleil, ce que je vais faire, entre autres, c'est que je vais bénir l'intégration des rayons du soleil par ma peau pour favoriser une absorption saine de la lumière du soleil, pour que j'ai un bon bronzage, pour pas que ma peau devienne rouge. C'est ça, j'ai la peau plutôt... elle s'adapte bien au soleil, là. Tu sais, j'ai une peau quand même dans le fond habituellement qui réagit bien, mais je cherche quand même à m'avantager à ce niveau-là. Donc, pour que quelque part favoriser l'absorption des rayons du soleil, c'est sûr que des gens vont dire, ben ton affaire c'est psychologique, c'est en lien avec l'effet placebo. Oui, mais justement, la science a démontré que l'effet placebo en relation avec le corps, puis les croyances qu'on entretient à son égard et les pensées, a une incidence. Donc, pourquoi pas tirer profit de cela pour investir son corps de beauté, de lumière. Et dans mon cas, ce que je visualise par rapport à mon corps, c'est un état de santé. Un état de santé de chacune de mes cellules pour qu'elles soient investies de la lumière de la vie. Un état de santé par la suite de chacun de mes membres et justement là, des parties qui composent mon corps. Donc, c'est sûr que ce que je commande à mon corps, c'est qu'il soit fonctionnel, qu'il soit dans un état de santé. Naturellement, je lui demande ceci tout en étant dans un esprit d'écoute pour que, à quelque part, il y ait une disponibilité dans ma vie à faire respecter mes limites là, au niveau corporel. Mais j'utilise aussi la commande à l'univers, la commande à l'être, la commande au champ quantique qui constitue l'ensemble des éléments que je peux percevoir. Parce que je pars du principe que le monde n'existe pas en soi, mais le monde existe par soi et que le simple fait de percevoir le monde le fait exister. Donc, en ce sens, je commande à ce que le lieu où j'habite, la résidence où je me situe, soit un lieu investi de beauté, investi de lumière, que ce soit un lieu pacifique, que ce soit un lieu de ressourcement, un lieu qui me réénergise, un lieu qui favorise ma santé. Donc, je commande de m'installer dans un état de joie, un état de plaisir de vie, un état qui est similaire au jeune enfant qui est capable de passer plusieurs heures seul à jouer sans s'ennuyer. Donc, de conserver l'état de jeu que peut connaître un enfant, de légèreté par rapport à la vie, en dépit de la situation de crise mondiale dans laquelle je me trouve.
Donc, à ce moment-là, je bénis ma capacité aussi à faire preuve d'intelligence, de lucidité, d'être capable de générer de l'amour, de générer de la beauté, de générer aussi une volonté individualisée suffisamment forte pour être capable de générer un état interne à ma conscience, à mon corps biologique qui est propice à ma santé, en dépit de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Et naturellement, je bénis tous les éléments qui, dans ma vie, sont là et qui m'amènent à vivre des états de gratitude pour les amplifier la perception, mettre l'emphase là-dessus pour être capable de les savourer avec plus d'intensité, comme savourer par exemple la dégustation d'un verre de vin, savourer le contact de l'eau froide avec mes pieds qui me permettent de me ressourcer, comme je le mentionnais tantôt dans le bain, savourer les rayons du soleil qui pénètrent ma peau tout en investissant d'une manière volontairement consciente ces rayons de soleil d'une intention de régénérer ma peau, de favoriser sa santé. Donc, voilà où ce que je veux en venir. En terminant, je veux vous mentionner que vous êtes les bienvenus. Donc, de nouveau, si vous avez envie de vous abonner à mes chaînes d'Odyssey au nombre de 2, donc vous allez retrouver les coordonnées là en bas de l'enregistrement présent. Et aussi, je veux vous dire qu'il est possible de me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Donc, vous allez avoir les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement audio présent. Donc, si vous avez apprécié mes enregistrements, parce qu'il y en a quand même au-dessus de 500 que je rends disponible au public gratuitement là, sur YouTube, eh bien, vous êtes à ce moment-là, là, naturellement, là, les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à bientôt. Au revoir.